Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés lors de ce journal. L'arrivée de la 4G en principauté, c'est pour bientôt, vous le verrez, Monaco Télécom s'y prépare. 40 chanceux ont embarqué à bord de l'Airbus A300 0G pour faire leur baptême d'apesanteur. Parmi eux, Gildo Palanca-Pastor, le monégasque reviendra sur cette expérience unique et exceptionnelle. Nous reviendrons sur le coup d'envoi du Printemps des Arts. José Sacré est allé à la rencontre des musiciens qui ont donné leur premier concert le week-end dernier. Et puis nous irons du côté du Monte Carlo Beach qui prépare sa réouverture avec une petite nouveauté cette année, l'apparition du bio sur les cartes de leur restaurant. Direction le toit du Méridien pour débuter ce journal. Monaco Télécom entreprend un programme d'amélioration sur son réseau mobile pour se préparer au mieux à l'arrivée de la 4G en principauté. Les explications de Frédéric Elion. Avec l'avènement de l'ère des smartphones et des tablettes, les réseaux mobiles sont soumis de nos jours à une explosion des usages de l'Internet mobile. Mails, jeux, vidéos, dont certaines en HD, tout cela nécessite une nouvelle technologie afin de transporter au mieux ces données. La consommation en échange de données a été multipliée par 4 sur le réseau Monaco Télécom, et pour cette raison, l'opérateur a lancé une campagne de travaux afin de préparer l'arrivée prochaine de la 4G. Des travaux débutés le 13 mars. On commence effectivement par changer les antennes, donc ça c'est l'opération qu'on est en train de faire ici, tout simplement parce qu'on ne veut pas multiplier les antennes, c'est-à-dire qu'on était auparavant dans des technologies où chaque fois qu'on prenait une technologie, on ajoutait une antenne. Bon, c'est pas satisfaisant d'un point de vue esthétique au niveau des bâtiments, donc maintenant on a des technologies un peu plus avancées qui permettent de regrouper tous les systèmes sur un seul système antennaire, et donc pour ça il faut les changer pour avoir le dernier modèle, on va dire, qui permet de le faire. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire, donc ça c'est vraiment la première phase. On va le faire sur une dizaine de sites sur les 40 sites que compte la principauté. La deuxième étape c'est de construire le nouveau réseau en parallèle de l'ancien, donc c'est aussi ce qu'on commence à faire aujourd'hui en parallèle, et puis ensuite lorsqu'on sera prêt on intervertira, on passera de l'ancien réseau au nouveau réseau dans une opération qui durera le week-end du 6 avril. Avec la nouvelle technologie 4G, le gain en termes de débit sera considérable. À ses débuts, la 3G garantissait un débit de 3,6 mégabits par seconde au niveau des cellules couvertes. La 4G, dans sa version de base, aura un débit de 50 mégabits par seconde. Ce programme d'amélioration se terminera avant le Grand Prix de Monaco de Formule 1, période durant laquelle le nombre d'utilisateurs actifs double à Monaco sur le réseau mobile. À partir du 6 avril, une phase de test sera lancée afin de régler le réseau et de s'assurer qu'il résiste à une forte demande des utilisateurs. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques vient de publier le bulletin de l'économie du 4e trimestre 2012. À cette occasion, Sandrine Nègre a rencontré Lionel Galfré, le directeur de l'INSEE, pour nous présenter ce bulletin. Voyez son reportage. L'Institut monégasque de la statistique et des études économiques publie depuis sa récente création de nombreux documents comme Monaco en chiffres et le bulletin de l'économie. Le bulletin du 4e trimestre 2012 vient d'ailleurs de paraître, une publication qui illustre l'une des missions de l'INSEE, à savoir la diffusion de données. Les missions de l'INSEE, c'est de construire en principauté un système statistique, de mettre en place un système statistique, que ce soit les nomenclatures, les définitions, recenser les informations pour que tout le monde puisse en disposer et que nous, on puisse les maîtriser, en faire des études. Et ensuite, la principale mission, c'est d'éclairer aussi les décideurs, qu'ils soient d'ordre privé ou d'ordre public, pour qu'ils puissent prendre des décisions en toute connaissance de cause. Et ces décideurs, comme beaucoup de professionnels, peuvent désormais lire le dernier bulletin de l'économie, le bulletin du 4e trimestre 2012, qui contient plusieurs informations afin de permettre d'en savoir plus sur l'état de l'économie sur le Rocher. Il évolue régulièrement depuis ces 2 dernières années. Notre objectif, c'est d'une part d'augmenter la fiabilité des informations qu'il contient et d'autre part d'élargir le spectre des informations qu'on délivre. Alors on a changé pas mal de choses. D'une part, effectivement, les données. On essaie de donner une information un peu plus large à nos lecteurs. C'est-à-dire concernant l'emploi, on a essayé de donner par exemple le nombre d'employeurs moyens pour avoir une évolution, pour une vision plus globale de l'emploi en principauté. On essaie d'agrémenter de commentaires tous les chiffres, parce que la donnée brute est intéressante, mais le commentaire permet au lecteur d'appréhender la réalité de façon plus correcte.
On essaie de développer les définitions, d'être plus précis. Et, voilà un peu le travail qu'on fait. Et aussi sur la forme. Sur la forme, on travaille beaucoup la lisibilité et choisir des graphes qui illustrent le mieux les données qu'on veut faire passer. Et la dernière nouveauté en date, c'est qu'on a mis des petits indicateurs, des flèches, pour dire voilà, la tendance est plutôt haussière ou la tendance est plutôt baissière selon les différents secteurs. Le bulletin de l'économie est envoyé par courrier sur support papier et par mail. Sachez que vous pouvez également le découvrir sur le site de l'INSEE à l'adresse suivante, le www.imse.mc. Un sujet insolite à présent, qui n'a jamais rêvé de vivre quelques instants en apesanteur. Eh bien, c'est désormais possible pour Monsieur Tout-le-Monde depuis la semaine dernière. 40 passagers anonymes ont pu vivre cette expérience exceptionnelle. Parmi eux, Gildo Palanca-Pastor, le monégasque, raconte au micro de Fabien Bonilla cette incroyable aventure. Voyez son reportage. Flotter dans les airs quelques secondes, se sentir léger comme une plume, voici les sensations de l'apesanteur. Une expérience que peu de personnes ont vécue jusqu'à maintenant. Depuis le 15 mars, vendredi dernier, le Centre national d'études spatiales a ouvert ses vols en apesanteur au public, une première en Europe. 40 personnes inscrites depuis longtemps déjà ont pu expérimenter cette inoubliable aventure. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, peu importe. Leur point commun, et c'est visible sur ces images, un large sourire d'enfant aux lèvres. Le monégasque Gildo Palanca-Pastor s'était inscrit depuis près de 10 ans maintenant. Cela ne suffisait pas, il a eu la chance en plus d'être sélectionné. C'est un rêve d'enfant, à l'évidence. C'est le fait d'avoir suivi comme toute une partie de la planète la conquête spatiale, les Russes, les Américains, et puis découvrir cette sensation qui me paraissait insensée. Alors bien sûr, la pression monte, on se crée des amitiés aussi, des compagnons d'incertitude parce qu'on n'a aucune idée de ce qui va se passer vraiment. Et puis, bon, on est quand même très bien encadré, beaucoup de sécurité, des pilotes extraordinaires, un appareil extraordinaire, plus de 100 mètres carrés à l'intérieur entièrement capitonné. Et puis vous vous retrouvez là à un moment donné et puis c'est parti. Donc une grosse pression, l'appareil se cabre. Et puis tout d'un coup, le commandant de bord qui vous annonce que vous n'avez plus de gravité, vous n'avez plus de poids et vous êtes comme ça projeté au milieu de la cabine. On s'habitue très rapidement, comme je vous l'ai dit. On perd certes la notion de l'avant, l'arrière de l'appareil, le haut, le bas. Tout le monde l'a extrêmement bien vécu. Il y avait des jeunes, des moins jeunes. Et puis moi au milieu de tout ça, et j'ai passé un très bon moment. Une expérience au départ de Bordeaux-Mérignac, à bord de l'Airbus A300-0G. Pour créer cette apesanteur, l'avion monte très haut et redescend très rapidement. Entre la montée et la descente, dans la courbe, les passagers sont en apesanteur 20 à 30 secondes. L'opération se renouvellera 15 fois, soit au total 5 minutes cumulées de sensation de légèreté absolue. Le coût, 6 000 € par personne. Les recettes iront à la recherche spatiale. Pour le CNES, ce premier vol était en quelque sorte un test. 3 vols comme celui-ci sont prévus par an, avec, pourquoi pas, qui sait, un décollage un jour de l'aéroport de Nice. Parlons de ce déjeuner qui s'est déroulé au Café de Paris vendredi dernier. Il s'agit du Celebrity Lunch en partenariat avec la CDE. Le concept est simple, il s'agit de réunir la communauté anglo-saxonne autour d'un déjeuner. Un déjeuner suivi d'une rencontre avec une personnalité. Ce jour-là, la grande journaliste anglaise Eve Poland avait répondu présente. Vanessa Dessy vous en dit plus. Elle s'appelle Eve Poland, son visage ne vous est certainement pas inconnu puisqu'il s'agit d'une grande journaliste en Grande-Bretagne. Elle a notamment écrit pour de prestigieux journaux comme le Sunday Mirror ou le Sunday Express. Aujourd'hui, elle fait quelques apparitions dans un talk-show sur la BBC et travaille pour de grandes radios nationales. Cette femme devient la première rédacteur en chef en lançant le fameux Elle Magazine en 1985. Eve Poland était l'invitée vedette du Celebrity Lunch, une venue en principauté qu'elle apprécie particulièrement.
J'étais à la recherche de ce genre de déjeuner car j'adore parcourir le monde. Il y a 21 ans, j'avais une maison à Mougins, donc pas trop loin de Monte-Carlo. Et je pense que c'est une bonne idée pour mélanger les communautés et les faire rencontrer. Le principe du Celebrity Lunch est très simple. Il s'agit d'un déjeuner organisé en principauté ou à Londres, suivi d'un témoignage d'une personne ayant eu un parcours incroyable. Et la liste des orateurs est très diversifiée à chaque fois. Le Celebrity Lunch a démarré à Monaco. Il s'agit de la 13e saison. C'est une opportunité pour la communauté anglo-saxonne qui souhaite créer des réseaux, se divertir, ou pour ceux qui sont à la recherche d'associés. C'est vraiment une très bonne occasion pour se créer un réseau dans les affaires. Le prochain Celebrity Lunch sera organisé le 14 juin au Café de Paris, avec comme invité de marque Fergus Slattery, un ancien joueur de l'équipe nationale irlandaise de rugby. Dimanche dernier, l'église Saint-Charles a accueilli le père Mandou Aboussada. Il est le fondateur d'une école qui s'occupe d'enfants handicapés près de Bethléem. Il était en principauté à l'occasion du 5e dimanche de Carême. Plus de détails dans ce reportage. La 5e journée de Carême était placée sous le signe de la charité dimanche. Tous les gestes de partage qui ont pu être faits pendant cette période sont rassemblés pour être reversés à une cause. Cette année, ils profiteront aux Syriens qui vivent sous les bombes ainsi qu'à l'école de la Joie. Elle s'occupe d'enfants handicapés à Beth Saour, proche de Bethléem. Le père Mandou Aboussada, le fondateur de l'école de la Joie, est venu à Monaco dimanche pour célébrer la messe et expliquer son action à Bethléem. Père Bill et Père Philippe Blanc m'ont invité à Monaco pour parler de l'école de la joie et de la vie difficile des chrétiens en Terre Sainte. Aujourd'hui, le nombre de chrétiens est considérablement en baisse. Ils émigrent, ils quittent la Terre Sainte à la recherche d'un travail et d'une bonne éducation pour leurs enfants. Ils veulent une assurance maladie pour être tranquilles quand ils seront vieux. Nous n'avons pas autant d'avantages que chez vous dans mon pays. Beaucoup de familles partent à cause de ça. Nous ne voulons plus que ça arrive. C'est un devoir d'établir un projet qui offrirait des opportunités pour travailler. La campagne diocésaine de Carême se prolonge jusqu'au 24 mars. Pour ce dernier dimanche de charité, un concert sera organisé à la cathédrale de Monaco. 130 choristes dirigés par le maître de chœur de la cathédrale de Marseille chanteront pour les chrétiens de Syrie et les enfants de l'école de la Joie. Retour à présent sur le Printemps des Arts. Vous le savez, le coup d'envoi de cette grande manifestation culturelle a été donné le week-end dernier par une série de concerts. José Sacré est allé à la rencontre des musiciens à l'issue de leur représentation. Tout le monde se souvient de la formidable aventure musicale menée par le pianiste François-Frédéric Guy lors du Printemps des Arts 2008. Il avait joué en 10 concerts l'intégralité des 32 sonates pour piano de Beethoven. C'est en quelque sorte la suite de cette expérience que nous propose cette année François-Frédéric Guy en donnant, avec ses amis le violoniste Teddy Papavrami et le violoncelliste Xavier Phillips, l'intégralité des 11 trios avec piano et la totalité des 10 sonates pour violon et des 5 sonates pour violoncelle et piano de Beethoven. Une sorte de marathon musical, un mot que François-Frédéric Guy n'aime pas particulièrement. Je préfère quand même, comme il y a 5 ans, le terme de croisière. Voilà, parce qu'une croisière, il y a un beau bateau, on emmène les gens avec nous, on fait un grand tour du monde. Voilà, alors il y a des caps Horn et des caps de Bonne-Espérance à passer. Un voyage au long cours quand même. Voilà, un voyage au long cours, mais il y a aussi plein de découvertes, plein de choses. Et c'est vrai que pour le public, ça lui permet aussi d'avoir un panorama de l'œuvre de Beethoven, de musique de chambre, qui est vraiment exceptionnel. C'est vrai que l'occasion de faire tout le cycle comme ça, c'est complètement fascinant. Alors après, je vous dirai à la fin un peu le sentiment qu'on peut en avoir, mais je pense que vraiment, il va y avoir un voyage qui sera magnifique pour ce parcours, oui, effectivement. Dans un couple, par exemple, on se choisit et ça ne marche pas toujours. Là, vous jouez en duo, mais en trio aussi. Alors,
Comment ça s'est passé? Vous vous êtes choisis les uns les autres? Comment? Là, on se choisit parce qu'on pense que ça va marcher. Parce qu'on sait presque inconsciemment que ça va marcher tous les trois ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment un très grand risque, parce que sinon, on ne prendrait pas le risque de se choisir. Ouais. Voilà, si on se choisit, c'est que vraiment on pense qu'on peut faire partager des très belles choses ensemble et surtout faire partager au public, car c'est notre raison d'être. Il y a quand même toujours une notion d'incertitude. On ne sait finalement jamais, même si on a comment dirais-je, l'instinct que les choses vont fonctionner relationnellement, humainement, musicalement. On ne sait jamais comment sur la durée ça peut se passer. Je crois que toute l'idée est là, dans le désir justement, dans le désir de faire les choses ensemble, et puis dans l'intérêt que chacun peut apporter à l'autre. Dans toute l'évolution de la musique de chambre de Beethoven, le piano est roi, et de plus en plus, au fur et à mesure qu'il devient lui-même, il émancipe les instruments. C'est-à-dire que c'est bien dans les sonates pour violoncelle ou les sonates pour violon et les trios, les instrumentistes à cordes peu à peu prennent une autonomie et une place vraiment à part entière pour devenir vraiment en fait les vrais solistes à la fin dans la dernière période de créatrice de Beethoven. Est-ce que dans les œuvres de jeunesse, on peut déjà percevoir le génie? Complètement. Effectivement, c'est une chose dont on s'amuse justement en répétition, puisque nous décortiquons ces œuvres, nous les analysons en même temps que nous les jouons. Et dans l'opus 1 justement des trios, on voit déjà une forme de perfection qui est peut-être je dirais, le fait d'un jeune homme déjà préoccupé par le fait de vouloir être parfait, de montrer à ses aînés, Haydn et Mozart, qu'il est déjà Beethoven, mais il y a quelque chose qui échappe en fait à sa vigilance, c'est son propre génie. La suite et la fin de cette intégrale des sonates et trios de Beethoven, interprétée par les mêmes artistes, sera donnée les 13 et 14 avril en clôture du Printemps des Arts 2013. Le Monte Carlo Beach rouvrira ses portes au mois de mai pour une saison riche en nouveautés. En effet, le bio a fait son entrée dans les restaurants de l'hôtel. Vanessa Dessy vous fait découvrir les cartes de l'établissement. D'ici cet été, le Monte Carlo Beach vous fera découvrir de nouvelles saveurs. Le bio prendra la direction de plusieurs restaurants de l'hôtel comme l'Elsa, la Vigie ou bien même les Cabanas. Il s'agit là d'une véritable démarche vers la biodiversité et la protection de la planète. Le chef Paolo Sarri et sa brigade ont beaucoup travaillé sur le concept, en mettant l'accent sur la qualité nutritionnelle, et seules les productions locales feront partie de cette toute nouvelle carte. Nous avons visité pendant l'année dernière plusieurs petits producteurs pour choisir notre ingrédient. Et le problème, c'était que, évidemment, les petits producteurs n'arrivaient pas à être présents sur les marchés et donner leurs produits parce que c'était trop petit. Et donc, nous voulons donner un peu de force à ces petits producteurs et arriver à vendre leurs produits. Et comme ça, c'était tout un ensemble de conditions qu'on a porté à choisir de commencer à faire du bio, parce que ce n'est pas seulement une chose pour cette saison, mais c'est un moment de début. La clientèle toujours plus exigeante se verra proposer des menus plus allégés et plus tournés vers les légumes. La santé et le bien-être seront les maîtres mots de cette nouvelle saison. Le restaurant Les Cabanas proposera une belle carte pour le midi incluant une nouveauté, comme des pizzas cuites dans un four à feu de bois. Tous les ingrédients seront évidemment bio, de la farine en passant par le lait de la mozzarella. C'était une demande et c'était notre ambition. Le beach, c'est tout le temps peut-être reconnu un peu comme une loi de bien-être, une loi de santé. Après l'été, les gens restent avec déshabillés, donc on peut montrer dans la juste forme, on dit, non? Outre les 5 restaurants de grande qualité, le Monte Carlo Beach, c'est aussi une quarantaine de chambres de standing et de nombreux sports nautiques.
Dans l'actualité, en bref, cette information pratique, l'ouverture de la liaison marquée à partir de ce mercredi 8h. Elle relie la Basse-Corniche du côté de Cap-d'Aille au quartier de Fontvieille. Elle va ainsi permettre de fluidifier le trafic en principauté. Un mot également sur cet événement à ne pas manquer, le Festival international de salsa. Il se déroule ce week-end à la salle du canton. Cette 8e édition accueillera de nombreux artistes et promet de belles surprises. À noter également la présence du village salsa au stade Louis II qui proposera des workshops pour s'initier à la salsa. Plus d'informations sur ce site internet www.salsamonaco.com. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Découvrons à présent les prévisions météo pour les prochains jours. Le temps sera variable mercredi, la matinée sera nuageuse, mais des éclaircies arriveront à percer en milieu de journée. Les températures seront comprises entre 10 degrés le matin et 14 degrés l'après-midi. Jeudi, retour du soleil et hausse du mercure, il fera un maximum de 16 degrés. En revanche, vendredi, le soleil se fera de plus en plus hésitant, mais les températures seront toujours clémentes. Le week-end s'annonce maussade, le ciel sera couvert avec de possibles averses. Le thermomètre grimpera jusqu'à 14 degrés. Ce journal est à présent terminé. Dans quelques instants, vous saurez tout sur les sorties cinéma de la semaine. Et puis n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette édition ainsi que toutes les précédentes sur notre site internet www.monacochannel.mc. À très bientôt sur Monaco Info.